Et salut tout le monde. Bonjour à tous. On se retrouve après un an ensemble. Ça fait, ça fait bientôt un an qu'on a démarré ces lives alors qu'on n'avait jamais fait de vidéo avant. Un an que ça fonctionne, un an qu'on a des invités qui nous partagent leur travail, leur passion. Et ça fait toujours aussi plaisir d'avoir rendez-vous avec vous. Donc comme tous les lundis, aujourd'hui le rendez-vous c'est Astronomer at Home. Voilà, on se retrouve avec une nouvelle invitée, en plus sur une journée qui est un petit peu spéciale et qui donnera aussi une teinte au rendez-vous qu'on a aujourd'hui, puisque aujourd'hui, eh bien, c'est la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Donc on en parlera aussi un petit peu. Mais on parle donc de science, bien évidemment. Notre invitée aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Laura Zambelli, qui est chercheuse au LAP, au laboratoire d'Annecy de physique des particules. Bonjour Laura. Bonjour. Donc aujourd'hui, une thématique physique des particules aussi. En ce moment, on a fait. C'est vrai qu'on a cette thématique depuis une semaine ou deux. Euh, alors pas n'importe quelle particule. On va terminer avec toi sur cette fameuse particule si mystérieuse qui nous apporte, ou qu'on espère apporter, tellement de choses sur l'univers, qui est les neutrinos, c'est ça? Exactement, oui. C'est ton domaine de spécialité. Mhm. Alors juste avant de démarrer, je voudrais juste dire bonjour un petit peu aux personnes qui sont là. Donc salut Poupoule, bonjour Framini, Méliluge, Péborel, Lorraine, Générali, Superdame, Anslade, Clepsydre, Christine, Formgot, INS qui vient d'arriver, Ib08, voilà, ça y est, donc on a tout le monde. On va pouvoir commencer à discuter. Alors comme d'habitude, Laura, si tu veux bien, on commence par ton histoire, ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es arrivé à Annecy à chercher ces fameux neutrinos? Alors déjà, j'ai commencé par faire, après le bac, à faire des études à la fac Mhm. de physique. Donc, j'ai pas fait de prépa, rien. Mais j'ai fait licence et master. Et à la fin de mon master, j'ai eu une bourse de thèse pour travailler sur les neutrinos, sur une expérience qui étudie les oscillations de neutrinos au Japon, qui s'appelle Tituke. Et j'ai travaillé 3 ans là-dessus. Et peut-être on en discutera un peu plus après sur Ouais, exactement ce que j'ai fait. Et à la suite de mes 3 ans en thèse, j'ai eu une bourse pour passer 2 ans au Japon, pour continuer à travailler sur cette expérience, mais euh, au cœur de disruptif. l'expérience. Ouais, Et, euh, et en parallèle, pendant ces 2 ans, j'ai commencé à travailler sur une autre expérience qui s'appelle Dune, qui n'existe pas encore. C'est un peu le futur des expériences d'oscillation de neutrinos. Et Dune, ça utilise une nouvelle technologie qui utilise de l'argon liquide. Et à la suite de mes 2 ans au Japon, j'ai eu un postdoc à Annecy pour continuer ce travail sur Dune. Et c'était il y a 5 ans. Et mon postdoc, ensuite, s'est transformé en poste de chercheuse il y a 3 ans. d'accord. Félicitations. Parce que je connais quelques postdocs qui en ont enchaîné quelques-uns, des postdocs, avant de pouvoir trouver un poste fixe. Donc c'est chouette. Mm. Alors du coup, on peut discuter justement de ça, peut-être commencer par ta thèse. Donc comment déjà est-ce que comment t'as su que quelque chose pouvait t'attendre au Japon? C'est quoi? C'est les personnes avec lesquelles tu travaillais qui t'ont dit tiens, il y a ça, ou est-ce que c'est toi qui cherchais un petit peu de côté? C'est quoi l'importance du réseau des connaissances dans l'évolution de ce genre de parcours? Tu veux dire pour la thèse ou pour Oui, pour la après? thèse et puis pour après, évidemment. Pour la thèse, c'est plus pour trouver une. Enfin, dans mon master, c'était plus il y a plusieurs labos qui sont partenaires du master et certains groupes offrent des sujets, proposent des sujets Mhm. de thèse, et donc tu vas discuter. Et D'accord.
Donc ça t'arrive plutôt. C'est plutôt des choses que tu choisis Ouais, en fait. après, chacun a ses préférences, Mhm. mais c'est Alors que après la thèse, par contre, bah, on en parlera peut-être après. Du coup, ouais, après la thèse, c'est plus avec ce sur quoi tu as travaillé, que tu as ouais, envie de continuer de travailler, les gens avec qui, l'endroit aussi, ça peut être un peut être important aussi. argument, ouais. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que cette thèse au Japon, du coup? Qu'est-ce que Alors tu as c'est fait une là-bas? expérience, donc Ouais. elle s'appelle Tituke et c'est une expérience qui étudie les oscillations de neutrinos. Donc je sais qu'on a un peu enfin, il y a eu pas mal de présentations sur les neutrinos, mais pour rappeler, c'est une particule, fondamentale, une particule élémentaire, les neutrinos Mhm. et en fait, il y en a 3 des neutrinos, 3 types, qui s'appellent, neutrinos électroniques, muoniques et toïques. Bon, peu importe, leur nom et les neutrinos, ils ont, une particularité enfin, ils ont plusieurs particularités, en fait. La première, c'est que, ils interagissent quasiment pas et bon, ça, c'est un peu un problème, en fait, parce que c'est assez compliqué de les étudier et la deuxième, c'est que, ils oscillent et en fait, c'est, leur capacité de quand on produit un neutrino d'un certain type, heu, quand on va les détecter, il y a une probabilité qu'on détecte un neutrino d'un autre type et ça, c'est pas forcément, quelque chose de Commun. commun aux particules et c'est quelque chose qui est assez propre, aux neutrinos et qu'on essaye, d'étudier. D'accord. Donc Est-ce qu'on a des images que tu m'avais envoyées pour illustrer un peu ça? Euh, non, je crois pas. on n'en a pas? Ah ben, on n'en a pas. Eh ben on n'en a pas. Voilà, c'est pas grave. Je cherche un petit peu dans celle que tu m'avais envoyée, parce qu'évidemment on a toujours gardé quelques petites images à côté. Et donc toi, ton travail spécifiquement, c'était quoi dans pour ta thèse? Est-ce que... Bah, en fait, des neutrinos, il y a plein de façons, d'en avoir. Par exemple, dans toutes les réactions nucléaires, ça crée des neutrinos, par exemple dans les centrales nucléaires ou dans le soleil. Ou, on peut avoir des neutrinos de sources, astrophysiques qui viennent bah, en fait, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, mais on peut les étudier et on peut aussi maintenant, on sait faire, nos propres neutrinos avec un accélérateur D'accord. et ça, c'est assez pratique parce que du coup, on sait où les neutrinos, ils ont été créés, on sait quel type de neutrinos on crée, on sait à quelle énergie. Tout ça, c'est des ingrédients importants quand on va étudier les oscillations. En fait, pour étudier les oscillations, il faut que tu saches quel neutrino tu as créé, quel type, en quelle quantité et à quelle énergie, parce que ça dépend aussi de l'énergie, bref. Et après, quand tu les détectes, bah, tu compares ce que tu as détecté par Ce que rapport tu as à ce que créé. tu avais fait. Et si D'accord. ça a changé, c'est que ben, les neutrinos ont a priori oscillé. D'accord. Et donc moi, mon travail, c'était de justement bien comprendre combien de neutrinos on crée avec notre accélérateur, quel type et quelle énergie, pour ensuite comparer avec ce que le détecteur au loin mesurait. D'accord. Et C'était donc plutôt une thèse théorique plus que expérimentale. C'était non, c'était plutôt une thèse assez expérimentale parce qu'en expérimental. fait, pour créer des neutrinos, donc ce qu'on fait, c'est que attendez, d'intervenir. On dit bonjour à ton chat. Voilà, Vous pouvez j'arrête passer. ça. Hop, là. Euh, bon, Voilà, il est là. bah, oui, c'était sûr qu'il allait venir à un moment. Pas de À souci. quelle heure En fait, pour créer des neutrinos, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un accélérateur. Là, la recette, elle n'est pas très compliquée. On prend un accélérateur, dedans, on met des protons, on les accélère et on les fait taper contre une cible. Et là, il va se passer des interactions qu'on n'a pas qui sont assez compliquées à comprendre et qu'on ne Mhm. connaît pas forcément bien. Et ces interactions-là, elles vont produire des particules qui sont instables, qui vont se désintégrer. Et notamment, un type de particules s'appelle des pions. Et ces pions-là, ils ont la particularité de se désintégrer seulement dans un canal qui produit un certain type de neutrino, le neutrino muonique. D'accord.
Mais alors la question, c'est combien de ces pions on a créé. Et donc pour ça, on peut, enfin, ce qu'on fait dans T2K et dans toutes les expériences d'oscillation, on prend une autre expérience où on va refaire les mêmes choses, on va avoir le même faisceau de protons, la même cible, et cette fois-ci, on va pas chercher à mesurer les neutrinos produits, mais on va chercher à mesurer combien de ces pions sont créés, dans quelle direction, quelle énergie, tout ça. Et du coup, après, on fait des calculs dans une simulation et ça nous permet d'estimer à peu près Le nombre de combien de ces neutrinos. neutrinos on a créés au début. D'accord. Et du coup, évidemment, si tu ne produis qu'un seul type de neutrinos sur les 3, ça te permet de savoir si tu les envoies vers un détecteur, de voir si des neutrinos des 2 autres familles sont apparus. C'est que certains de ceux que tu as créés se sont changés en ceux que Voilà, tu détectes. D'accord. exactement. C'est le principe. Après, dans la réalité, c'est toujours un peu plus compliqué. En fait, on ne crée pas 100% d'un neutrino d'un type. Il y a toujours d'autres particules qui sont créées qui vont venir polluer un peu notre faisceau au début. Et bon, tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut modéliser, bien comprendre. D'accord. Donc ça, c'était le sujet de ta thèse. Ouais. Quand tu m'avais parlé d'oscillation de neutrinos, alors nous on a parlé essentiellement une grosse fois ici il y a quelques temps avec Antoine qui venait de l'IP2I. Mais on en a parlé tous les deux ensemble un petit peu avant cette émission et j'ai trouvé que tu avais une image extraordinaire pour parler de l'oscillation des neutrinos. Est-ce que tu veux nous raconter comment les boulangers font pour compter les neutrinos? Alors, pour ça, je vais devoir parler des oscillations de pâtisserie. Allez, parlons des En fait, oscillations de ça pâtisserie. explique comment les neutrinos oscillent. Alors, en fait, quand on fait de la pâtisserie, j'imagine que tout le monde a déjà vécu ça, pour faire des chouquettes ou des sablés ou du 4K. En gros, c'est toujours un peu les mêmes ingrédients. C'est de la farine, du sucre, du beurre et, Les œufs. des œufs. Ouais, c'est les œufs qui manquent. Et bon, on peut simplifier un peu le problème en disant que la différence entre les chouquettes et les sablés, c'est combien d'œufs, de farine, de sucre et de beurre on met. Et donc, si un jour on va à la boulangerie et on achète des chouquettes, on met ça dans notre petit sac et tout, on rentre chez nous, et ben on peut avoir un phénomène qui s'appelle l'oscillation de pâtisserie. C'est-à-dire qu'on arrive chez nous, on ouvre le sac et ben on n'a plus de chouquettes, à la place on a des sablés. Parce que entre le moment où on a acheté notre pâtisserie et le moment où on a ouvert le sac chez nous, il y a eu oscillation, c'est-à-dire que la quantité des ingrédients fondamentaux de chaque pâtisserie, donc de sucre, de farine et de beurre, a légèrement évolué. Au début, c'était dans une certaine configuration qui faisait que c'était des chouquettes, mais quand on est arrivé chez nous, la quantité de chacun de ces ingrédients était beaucoup plus favorable pour faire des sablés que pour faire des chouquettes. D'accord. Mais si on avait été un peu plus loin, ça aurait bougé ça aurait continué à évoluer et un peu plus loin, on aurait pu avoir des chouquettes. Ou Et avoir un peu de après, 4 quarts. on va avoir des 4 quarts, exactement. D'accord. Est-ce que ça dépend de la distance que j'ai parcourue entre la boulangerie et la maison? Ou est-ce que ou ça dépend du milieu que j'ai traversé entre la boulangerie et la maison? Ça dépend plutôt de la distance. Plutôt de la distance. D'accord. Et après, le milieu que tu traverses, ça peut avoir une petite influence, mais c'est essentiellement la distance et l'énergie des chouquettes au début. D'accord. Donc dans le chat, on a des réactions qui oscillent qui oscillent elles aussi entre de l'horreur hein, pour ceux qui ont commandé des chouquettes et qui ne voulaient pas de sablé, et puis en Slack qui te demande dans quelle boulangerie tu vas faire tes courses. Donc effectivement, j'aime beaucoup cette image quand tu me l'as racontée. Je n'avais jamais vu une image aussi claire pour expliquer l'oscillation des neutrinos. Je trouvais ça parfait. Donc merci beaucoup à toi. Voilà. Donc vous saurez tous ce qui arrive si on va trop loin avec des chouquettes dans le sac. Pour revenir à ce que tu nous disais tout à l'heure, donc tu as fait ta thèse pendant 3 ans sur cette thématique-là.
Tu soutiens ta thèse. Donc cette thèse, tu l'as fait alors que tu étais au Japon. Hein. Tu as vécu pendant Non, 3 non, ans. non, j'ai fait ma Tu... thèse à Paris, pardon. Mais D'accord. l'expérience était au Japon. L'expérience était au Japon, mais toi, tu étais ici. Oui, oui, c'était à Paris. D'accord. Et donc c'est après ta thèse que du coup, Oui. tu es parti au Japon pendant 2 ans pour continuer sur la même veine ou pour répondre à quelque chose d'un peu différent? Non, plus pour terminer, ouais, pour continuer là-dessus. D'accord. Et donc 2 ans au Japon, comment ça se passe pour une jeune Française qui se retrouve au Japon? C'est compliqué, j'imagine. Bah déjà, les vacances, c'est compliqué, il y en a moins. Mais- Ah bon? Bon, sinon, non, j'ai beaucoup aimé vivre au Japon. Après, dans le travail, il y avait, j'étais dans un groupe qui n'avait pas forcément beaucoup l'habitude d'avoir des étrangers. Et il y avait peut-être D'accord. sûrement une barrière de la langue, donc c'était un peu difficile des fois de faire partie de l'équipe. Mais D'accord. globalement, c'est bien passé. D'accord. On peut se sentir un peu à l'écart, c'est ça? Il y avait d'autres francophones ou d'autres étrangers avec toi ou tu étais toute seule dans l'équipe? Dans l'équipe, non, il y avait une américaine, mais qui était pas souvent au bureau, qui était D'accord. sur le site de l'expérience. D'accord. Ok, ça marche. Euh, du coup, tu apprends le japonais ou pas? Quand Bah tu... ouais, Ouais, on est un peu obligé au un Japon peu obligé. D'accord. pour faire ses courses Ok. et c'est tout. Tu restes là-bas, donc cette fois-ci, tu as vu l'expérience. Alors, c'est quoi donc l'expérience dans laquelle tu es allé, ça constitue en quoi? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ça? Alors c'est une expérience, donc elle s'appelle T2K, ça veut dire Tokai to Kemakande. Mhm. En fait, pour les oscillations de neutrinos, c'est pas comme les chouquettes, c'est vraiment des grosses distances qu'on a besoin pour que les neutrinos oscillent. C'est plusieurs centaines de kilomètres. Donc on va avoir un, un faisceau de neutrinos qui est créé à un certain endroit, et le détecteur va être des centaines de kilomètres plus loin. D'accord. Dans le cas de T2K, c'est 300 kilomètres. Donc c'est de part et d'autre du Japon. Ouais. Et le détecteur lointain pour voir si les neutrinos ont oscillé, c'est Super Kemokande. Oui, voilà, c'est ça. Donc, à Tokai, tu as l'accélérateur, ce qu'on voit en bas à droite. Voilà, ouais, L'accélérateur frappe une cible, ça produit des exact. pions, une désintégration, hop, faisceau de neutrinos qui fait Ouais, 295 km dans la roche, hein, dans la ouais, matière. Et toi, à Kamiokande, tu essayes de voir si tu en détectes quelques-uns. voilà. Et surtout, est-ce que il y a des nouveaux types de neutrinos qui sont apparus qui n'étaient pas là au début? D'accord. Et donc, ce détecteur, Kamiokande, c'est une énorme piscine qui est sous une montagne, et une piscine d'eau ultra pure, et qui bah, il y a une image, mais on la voit pas, Ouais. elle est super, voilà, c'est là. Bon, là, le détecteur, il était vidé. Bon, en vrai, c'est rempli d'eau. Et, en fait, les neutrinos, ils interagissent pas beaucoup. Et surtout, le neutrino, en tant que tel, on ne peut pas le voir. Il faut attendre qu'il interagisse pour qu'on puisse savoir qu'il y en avait un et quel type il était. C'est-à-dire que si un neutrino muonique interagit, ça va créer un muon. Donc, c'est le muon qu'il faut qu'on détecte et qu'on identifie. Et si le neutrino électronique interagit, ça fait un électron, et c'est l'électron qu'il faut détecter et identifier. D'accord. Donc en fait, ce gros détecteur, ça sert surtout ça sert à d'autres choses, mais ça sert surtout à discriminer un électron d'un muon. Et donc de savoir si c'était un neutrino électronique ou un neutrino muonique. Ok. Et pour ça... Oui, dis-moi. Non, tu allais poser une question là. Non, non, j'avais juste quelques questions dans le chat. On a Puce Savante qui demande est-ce que c'est un bateau qu'on voit tout en bas? Ouais, alors en fait, ça, c'est une image qui a été prise il y a quelques années, à un moment où ils ont vidé le détecteur pour le nettoyer. En fait, tous les petits bulbes là qu'on voit, ça s'appelle des photomultiplicateurs, c'est des détecteurs de lumière. Parce que justement, ce détecteur-là, il marche avec ce qu'on appelle l'effet Cherenkov. C'est-à-dire que quand une particule chargée traverse le détecteur, ça va créer un cône de lumière.
Et le cône de lumière est légèrement différent si c'est un muon d'un électron. Et ce cône de lumière va être détecté par, tous ces petits, blobs qu'on voit, ces grosses ampoules un peu. Mmh. Et donc là, la photo, elle a été prise, il y a quelques années, quand ils ont vidé le détecteur pour, le nettoyer. Et donc effectivement, c'est des gens en bateau. On peut être jaloux, de cette photo, mais en fait, en vrai, le boulot qu'ils font, c'est, heu, apparemment très, très, ouais, ils sont avec une petite brosse et ils doivent brosser chacun des photos multiplicateurs. C'est très long et très L'horreur. mmh. Donc ce Alors détecteur pour est la absolument gigantesque. Oui, oui, il est gigantesque. Alors moi, je n'ai jamais pu aller à l'intérieur, mais apparemment, c'est vraiment très impressionnant. Et pour l'anecdote, en fait, alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais heu, une des fois où ils l'ont nettoyé, ils ont, sans faire attention, abîmé un des PM et ils s'en sont pas rendus compte. Et quand ils ont re-rempli le détecteur d'eau, parce qu'il y a, c'est la BIS qui demande si, normalement il y a de l'eau jusqu'en haut. Oui, normalement tout le détecteur est rempli. Et quand ils ont re-rempli, en fait, avec la pression, un de ces détecteurs qui était abîmé a explosé et ça a créé une onde de choc qui a détruit tous les PM, qui étaient en dessous de lui. Ah la vache! Et du coup, il a fallu revider, remplacer et cetera. Et après, ils ont dit qu'ils ouvraient plus le ils le videraient, plus jamais, ou en tout cas que quand c'est absolument nécessaire. D'accord. Oui, parce que tout ça est infiniment trop fragile, en fait. Mmh. D'accord. Le risque est trop grand pour, Je crois que c'est, heu, confirme-moi, mais c'est quelque chose comme 50 000 tonnes d'eau, c'est ça? ouais, c'est quelque chose comme Ouais, ça, ouais. d'accord. D'eau ultra Et pure, oui, c'est de l'eau, ultra pure, effectivement, comme demande Generali Cal. ouais, d'accord. Alors, question, tu me dis si tu connais la réponse ou pas, hein, pas obligé, mais General Lee qui nous dit: «Pas évident avec les séismes, faut que la roche soit super dure». Il y a il y a quelque chose contre les séismes ou cette Alors, expérience pour est Super Kamiokande, c'est sous une montagne et je pense que c'est dans une zone bon, même si c'est relatif au Japon, mais un tout petit peu moins sismique que d'accord, une autre plaque. Après pour, à Tokai, là où il y a l'accélérateur, c'est une zone qui est beaucoup plus sismique et en plus pas, par exemple, qui est pas très, très loin de Fukushima, tout ça. Et là, il y a pas mal de protections qui sont faites pour éviter que, des bouts de l'accélérateur soient endommagés quand, il y a des tremblements de terre, ce qui est pas forcément, d'accord, d'accord. enfin, ça arrive, mais Donc du coup, tu travailles pendant 2 ans sur cette expérience-là et après on en vient sur, le futur de la détection des neutrinos, parce que c'est vrai on commence à avoir tous à peu près entendu parler de Kamiokande, Super Kamiokande, on en a parlé ici, etc. Mais qu'est-ce qu'on prévoit maintenant pour le futur de la détection des neutrinos et en quoi est-ce que c'est mieux que ce qu'on a maintenant? bah, en fait, donc voilà, les les neutrinos, donc ils oscillent. Ça, c'est quelque chose qu'on a mesuré plusieurs fois, pas que à Tituquet, dans plein d'expériences. Et en fait, pour expliquer comment les neutrinos, ils oscillent, on a une théorie qui, a besoin de 6 paramètres. Dans ces 6 paramètres, il y en a, 5 qui sont assez bien connus et il manque, le dernier. Le dernier, il s'appelle, delta, delta Cp, bon, peu importe. Et ça, c'est un paramètre qui est assez important parce que, donc c'est, un angle et s'il n'est pas égal à 0, ça pourrait être enfin, ça aurait comme conséquence que les neutrinos et les antineutrinos n'oscilleraient pas de la même manière. Et ça, c'est important de savoir si c'est le cas ou pas, parce que, aujourd'hui, on a, une grande question, en physique qui s'appelle, la symétrie matière-antimatière. Donc c'est, le fait que quand on regarde l'univers aujourd'hui, il y a que de la matière, nous on est fait de matière et tout ce qu'on voit dans l'univers est fait de matière. Alors qu'a priori, au Big Bang, il y a eu autant de matière que d'antimatière.
Et donc la question est, Et où est l'antimatière? voilà, et donc l'antimatière a visiblement disparu, et pourquoi? Et c'est une des hypothèses, ce serait que la physique qui s'applique à la matière et la physique qui s'applique à l'antimatière soient légèrement différentes. Et par exemple, bah, les neutrinos, si cet angle est pas égal à enfin cette phase est pas égale à 0, alors, ça pourrait être un des signes que, la matière et l'antimatière, Sont heu, différentes. ont des propriétés différentes, voilà, et que, bah, ça donnerait des premiers éléments de réponse à qu'est-ce qui s'est passé au Big Bang et pourquoi on est là. Oui, Bon, c'est juste des comme ça questions comme fait ça. très pompeux, mais, c'est D'accord. mais Alors justement, Gifreux revient un peu, me dit: «Pas sûr d'avoir compris pourquoi est-ce que les neutrinos oscillent? Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour ça ou est-ce qu'ils le font tout le temps?» Les neutrinos, ils oscillent, tout le temps. Après, pourquoi ils oscillent? Bon, c'est plus des questions de enfin, je j'ai pas de super analogie pour expliquer ça, malheureusement. C'est plus des aspects, enfin, j'ai que la réponse un peu de physique quantique, mais il y a, c'est le fait qu'ils aient une masse et qu'il y ait une masse, assez faible, et que c'est pas, bon, en fait, non, j'ai du mal à expliquer ça. Mmh. Si, heu, en fait, dis-moi si je me trompe. C'est la question, c'est pas tant pourquoi est-ce qu'ils oscillent, la question c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'ils oscillaient et maintenant on essaye de c'est pas qu'on pensait qu'ils oscillaient et puis on a vérifié que c'était le cas, ça s'est plutôt passé à l'inverse, c'est-à-dire on s'est d'abord aperçu qu'au bout de la ligne il manquait des trucs et du coup on s'est dit tiens qu'est-ce qui se passe et après on a fini par émettre l'hypothèse qu'ils oscillaient et finir par comprendre que s'ils oscillaient c'était parce qu'ils avaient une masse. Et ça s'est passé un peu dans le Oui, ça sens inverse, c'est ça? oui, c'est complètement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que, le fait qu'ils oscillent, c'était pas du tout prévu, et c'est parce qu'on a vu plein d'anomalies en étudiant les neutrinos du Soleil, par exemple, ou des neutrinos, qui viennent des rayons cosmiques, Qu'on a été qu'on a fini obligé par de. comprendre qu'ils oscillent, et que du coup, ça avait pour conséquence qu'ils avaient une masse, et D'accord. que mais Euh, Alors, juste une petite chose, donc Anne qui nous demandait dans Kemakandé, est-ce que les gens respirent normalement là-dedans? On répète que c'est rempli d'eau. Donc, mis à part quand la fois où on l'a vidé, sinon il y a de l'eau, donc on respire pas. Et quand on l'a vidé, ben, il y avait de l'air classique, donc ça n'avait pas posé de problème. J'ai Encelade qui nous fait un gros pavé. J'ai appris récemment que la bouffée de neutrinos qu'on a vue à Kamiokande lors de la supernova 1987 sera en fait constituée de 18 antineutrinos plus un neutrino hypothétique. Comment fait-on la différence entre neutrinos et antineutrinos? Voilà. Est-ce qu'on explique comment la source a pu générer à la fois une particule et son antiparticule? Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses dans cette question. mmh. On peut peut-être revenir sur cette supernova 1987A d'abord, et puis ensuite peut-être essayer de voir si tu as des éléments de réponse sur pourquoi est-ce qu'il y a des neutrinos et des antineutrinos, et puis comment ça se fait que ces astres-là font ça, et est-ce qu'on a effectivement détecté ce genre de neutrinos dans Kamiokande? Voilà. Alors, hem Les alors déjà la supernova 1987A, hem, en fait, ça a été détecté, donc c'est une supernova qui a explosé, pas très loin de là, et ouais, Quelques centaines de milliers d'années-lumière. et bon, Ouais. et qui, en fait, qui est célèbre parce que c'est, la première fois qu'on a vu, une supernova par les neutrinos. En fait, pour être même plus correct, il y avait plusieurs expériences, dont, Kamiokande, qui prenaient des données et qui, d'un coup, ont vu, genre, 18 neutrinos, 18 interactions dans leur détecteur, en l'espace de, je sais pas, quelques minutes, et ça arrive jamais dans la physique des neutrinos, donc c'était, un gros événement. Il a fallu un peu de temps pour comprendre que ça venait d'une supernova, Je t'ai mis la photo là et sur. ouais, donc on la voit ici. Alors,
On a à droite, on a l'étoile avant, et ensuite on a l'étoile au moment de l'explosion. Ouais, voilà, c'est dans le sens, ouais. Enfin, avant, après, quoi. Et, et ouais, en fait, c'est la première fois aussi que on a fait, bon, un peu sans le savoir, ce qu'on appelle de l'astronomie multimessager, c'est-à-dire observer un même événement, mais par plusieurs sondes. Donc par la lumière, ici avec des photos comme, enfin, par la lumière optique avec des photos comme on voit ici, et aussi par les neutrinos. Et en fait, détecter des supernovas avec des neutrinos, c'est le super Graal qu'on essaye de refaire depuis 1987, mais bon, bah, faut attendre, puisque là, on n'en a pas vu d'autres. Et après, donc la deuxième partie de la question, serait en fait constituée de 18 antineutrinos et 1 neutrino. Alors, bah, personnellement, je n'étais pas au courant. Et justement, sur la suite de la question, comment on fait la différence entre neutrinos et antineutrinos? Dans ce genre de détecteur, comme Super Kamukande, on ne peut pas faire la différence. Donc c'est pour ça que, je sais pas, il faudra que je me renseigne. Et ouais, on ne peut pas faire la différence, parce que ce qu'on observe, c'est juste un cône de lumière qui est le même, que ce soit un électron ou un positron, ou un muon, ou un muon chargé négativement, ou un muon chargé positivement. Mais D'accord. peut-être qu'après, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont pu faire cette mesure. J'étais pas au courant, alors. Ok. Alors Omega qui nous pose une question un peu technique et qui nous demande cherchez-vous à savoir si le neutrino est une particule de Majorana? Moi non, mais il y a pas mal d'expériences qui cherchent ça. En fait, le fait que les neutrinos ils oscillent, ça implique qu'ils ont une masse, mais ça implique aussi plein d'autres questions, surtout comment est-ce que ça se fait qu'ils ont une masse? Comment c'est possible? Et une des façons de donner de la masse en physique des particules, c'est par le boson de Higgs. Mais techniquement parlant, a priori, le boson de Higgs ne peut pas donner de la masse aux neutrinos. Bah, j'ai pas forcément envie d'entrer Dans les détails. plus dans les détails. Et du coup, ça reste la question un peu, bah, comment c'est possible? Et il y a une explication qui est théoriquement possible, qui est celle de Majorana, qui implique qu'un neutrino et un antineutrino, ben, c'est un peu, sur certains aspects, un peu la même chose. Parce que ce qui différencie la matière de l'antimatière, c'est juste la charge qu'ils ont. Par exemple, un électron, c'est chargé négativement, un positron, c'est chargé positivement. Mais sinon, c'est la même masse et a priori, sauf ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la même physique. Et bah, quand on a un neutrino, c'est, je ne sais pas si peut-être il n'est pas dit, mais un neutrino, ça n'a pas de charge électrique. Alors du coup, on peut se demander quelle est la différence entre un neutrino et un antineutrino. Et donc, très bonne question. Et Majorana répond, bah, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Et du coup, bon, il y a des implications derrière, et ça pourrait permettre aux neutrinos d'avoir une masse d'une façon qui est différente de toutes les autres particules. Et pour prouver qu'un neutrino est une Majorana, c'est très, très, très compliqué. Pour ça, il faut des expériences vraiment de ultra haute précision avec une source radioactive spéciale qui se désintègre par un processus qui est assez rare, et surtout où il faut absolument il faut un environnement qui est sans radioactivité autour, ou vraiment le moins possible, parce que pour prouver que c'est un neutrino et de Majorana, c'est quelque chose qui arrive ultra rarement. Donc si jamais ça arrive, il faut être sûr que c'est pas juste un truc de la roche autour qui s'est désintégré et qui ressemble vachement à ce qu'on cherche. Donc, D'accord. ça, c'est fait. Non mais c'est très clair, merci beaucoup. Tienou qui nous dit j'imagine tu détectes des neutrinos de temps en temps et tout d'un coup 18, ça devait être la folie. Ouais, j'imagine. Bon, j'y étais pas moi, mais j'imagine que ça devait vraiment être la folie, ou qu'ils ont dû se poser plein de questions de ce que
combien de neutrinos on détecte dans un détecteur comme Kamiokande ou Super Kamiokande c'est de quel ordre de grandeur? Juste pour se faire une idée. C'est une fois par seconde, une fois par heure, par Alors, jour, par pour, semaine? pour T2K, c'est des ordres de grandeur que j'avais en tête. Donc, le faisceau de neutrinos, il produit beaucoup de neutrinos, je ne sais plus combien à chaque fois. Et il en produit, et c'est par paquet toutes les secondes à peu près. C'est, je crois, des milliards de neutrinos. Bon, on va rester vague. Bon, beaucoup. Et à Super Kamiokande, c'est à peu près un neutrino par jour qui interagit. D'accord. Donc sur les 10 puissance plein que tu produis toutes les secondes, t'en as un Ouais, par jour qui va faire un petit ping à l'intérieur de cette grande cuve. ouais, c'est dans ces ordres de grandeur. D'accord. Donc c'est C'est effectivement. pas beaucoup, effectivement. 18 d'un coup, ça doit être incroyable. A priori, on pense d'abord à un défaut des détecteurs ou d'électronique avant de penser qu'on a réellement fait 18 neutrinos d'un bond. D'accord. Et Oui. après, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément tout le réseau qu'il y a aujourd'hui. Et donc, ils ont dû vraiment se poser plein de questions. Et c'est quand d'autres expériences l'ont vu aussi qu'ils ont compris que c'était pas un défaut. Maintenant, aujourd'hui, toutes les expériences cherchent à être prêtes au cas où il y a une supernova qui explose. Donc maintenant, il y a tout un réseau. Et dans les 10 minutes, tout le monde est au courant. D'accord. Donc, je pense qu'on se poserait moins de questions. Mais... Ok, ça marche. Alors peut-être justement, on peut revenir un peu sur ces nouveaux détecteurs sur lesquels tu travailles maintenant. Donc tu disais que le tien cherche à déterminer avec précision le sixième paramètre qui est le moins connu sur les neutrinos et dont la connaissance nous apportera beaucoup d'informations sur des propriétés fondamentales de l'univers. Et alors je vais mettre une petite image de ce que tu m'avais montré. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche et puis ce que c'est un petit peu tout ça? Pardon, c'était celle-ci. Voilà. Dis-moi Alors, si je me suis pas trompé. là, ce serait mieux le schéma avec les distances. C'est mieux le schéma. Alors je te mets le schéma. Hop, voilà. Ouais. En fait, du coup, pour mesurer ce paramètre qui manque, il nous faut plus de statistiques, il nous faut plus d'événements. Et aussi, du coup, comme les neutrinos, ils interagissent toujours pas beaucoup, on va essayer d'être malin. Et pour ça, alors on va faire, c'est le même principe un peu que T2K, c'est-à-dire qu'on va créer notre propre neutrino à un endroit et on va les détecter à un autre endroit. Alors, T2K, c'est au Japon. Là, c'est une autre expérience qui existera dans 5-10 ans, qui s'appelle Dune et qui sera aux États-Unis. Et donc, les neutrinos, cette fois-ci, sont créés au Fermilab. Fermilab, c'est un peu l'équivalent américain du CERN. Et le faisceau de neutrinos, il sera beaucoup plus intense que ce qui existe aujourd'hui. Donc, on va créer plus de neutrinos d'un coup. Et après, notre détecteur, on va le mettre, cette fois-ci, non pas à 300 km, mais à 1300 km, plus loin. Alors ça, c'est pas pour qu'on ait plus de neutrinos qui interagissent, mais c'est justement pour plus la distance est grande, plus il y a certaines ambiguïtés dans ce qu'on mesure, elles vont être levées et on pourra mesurer ça avec des paramètres qui nous manquent avec plus de précision. D'accord. Mais du coup, la distance est plus grande, c'est-à-dire qu'on va perdre plus de neutrinos. Donc, c'est un peu une balance entre ce que tu veux faire. Et notre détecteur lointain, il va, du coup, pour balancer un peu tout ça, il est beaucoup plus gros. Là, ce sera, c'est à peu près les mêmes grandeurs que Super Kamiokande, mais il va être aussi surtout beaucoup plus dense. C'est-à-dire que dans Super Kamiokande, c'est de l'eau ultra pure, et là, ce sera de l'argon liquide, qui est 40 fois plus dense que 40%, pardon, plus dense que l'eau. Ouais. Et du coup, ça permet de artificiellement un peu augmenter la probabilité qu'un neutrino interagisse. D'accord. Et ce détecteur-là, parce que on veut être bien sûr de ce qu'on mesure et pas être pollué par tout ce qui passe autour, tous les rayons cosmiques, on va le mettre sous terre, un peu. Super Kamiokande, c'était sous une montagne, et là, en l'occurrence, c'est dans une ancienne mine. Et le détecteur, il sera à 1,5 km sous terre pour avoir le moins de rayons cosmiques qui passent et qui peut polluer un peu notre mesure. D'accord.
Donc ce détecteur, il n'est pas construit pour l'instant? Non, pas encore. En fait, donc le détecteur lointain là, ce sera, 4 modules, différents et un module, ça fera, 10 000 tonnes d'argon liquide. Heu, Ça fait beaucoup d'argon liquide et Oui, certes. un un module, ça fait, 60 mètres de long sur 12 mètres de haut sur 12 mètres de large. Donc c'est un et des comme ça, il y en aura 4. Et donc le truc en fait, c'est que, cette technologie-là avec de l'argon liquide et c'est une façon différente de détecter, les neutrinos ou ce qu'ils produisent quand ils interagissent. C'est, cette technologie-là, elle s'appelle, c'est une TPC, ça s'appelle une chambre à projection temporelle et ça a jamais été vraiment fait sur des volumes, aussi grands. Du coup, avant de se lancer dans la construction d'un détecteur géant De 60 mètres. de de 10 000 tonnes, et cetera. On veut être d'abord sûr de ce qu'on fait, que ça va marcher. Donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on fait des prototypes, au CERN de taille, qui semble petite par rapport au détecteur, final, mais qui reste quand même assez grande. Donc c'est des détecteurs qui font 6 mètres par 6 mètres par, 6 mètres. Mmh OK. Est-ce et que c'est l'image qu'on voit ici? ouais, voilà, ça c'est l'image, qu'on voit, ici. Là, c'est, bah, justement le prototype sur lequel, moi j'ai travaillé, qui est, quasiment fini d'être construit. Donc parce que aussi, c'est pas comme si enfin, pas comme si on allait avoir l'occasion de faire, de construire plusieurs fois un détecteur aussi immense. On veut être sûr de notre coup que la technologie qu'on installe, les éléments qui vont permettre de détecter, nos particules vont bien marcher, que, ça va tenir, sur, la durée. On essaye de tester différentes technologies, comment on place tel élément et cetera. Donc il y a 2 prototypes, au CERN qui regardent 2 approches différentes et donc voilà, c'est une des 2, une Donc des 2. l'idée, c'est de faire 2 prototypes des mini dunes, Ouais. et quoi? Est-ce que les 2 prototypes, une fois validés, serviront dans le dune final? Ou est-ce que on va se dire: «Bah, celui-là marche mieux que l'autre et c'est cette technologie-là qu'on va utiliser et l'autre on la met à la poubelle»? Bah, c'est un peu ouvert, dans l'idée, c'était, 50-50, enfin 2 modules de chaque. Mais après s'il y en a une qui est vraiment, vraiment supérieure à l'autre, bah, enfin, c'est une discussion un peu, ouverte, sachant que dans l'idée, ce qu'on veut, c'est, la meilleure technologie qui sera facile à installer à 1 500 mètres sous terre, qui Ouais, va pas demander, des années de production pour chacun des sous-éléments, qui va pas coûter, trop cher. trop cher, c'est Ouais, bien aussi sûr. toujours un bon point et D'accord. Heu, donc ça a été construit, donc cette photo, elle date de il y a longtemps ou d'il y a peu de temps? On en est où par rapport à ce qu'on voit sur l'image? cette photo-là, je pense qu'elle doit avoir maintenant 2 ans. D'accord, Donc ouais, début 2019, on a fini de construire tous les éléments et ensuite on a rempli tout le détecteur, d'argon liquide et alors au CERN, on n'a pas de faisceau de neutrinos, sur commande. On prend des données de rayons cosmiques parce que les rayons cosmiques, il y en a tout le temps, partout, c'est gratuit et c'est assez pratique, on connaît bien, ça c'est des particules qui ressemblent beaucoup à ce qu'on va détecter ensuite, donc les rayons cosmiques, c'est très bien d'accord. Donc tu et on a détectes des commencé neutrinos cosmiques, pardon, non, 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 là, plutôt des muons ou des muons des cosmiques, d'accord. ouais. Enfin, on pourrait détecter des neutrinos, cosmiques, mais comme ils interagissent très peu, la probabilité que ça arrive, la chance que ça arrive, c'est vraiment, très Trop faible. faible, Alors, on compte pas trop là-dessus. d'accord. Thieno qui demande: «L'argon liquide, c'est à quelle température?» Ah ça, bah, ça, c'est un des problèmes, c'est à -196°. Je dis pas de bêtises. Enfin, c'est très, très froid. Du coup,
tous ces détecteurs-là, ils sont dans un gros cryostat parce qu'on ne veut pas passer notre temps à re-remplir le détecteur. Donc, ouais. D'accord. Et Et donc du coup, tout ça est refroidi à très très basse température. C'est ça? bah, en fait, en gros, c'est un gros cryostat, donc c'est un Ouais. énorme thermos, si tu veux. Ok. Et en fait, on met directement de l'argon liquide dedans et ça se réchauffe pas, en fait. Et c'est Ok. en circuit fermé ensuite. Donc, C'est, ça, c'est le détecteur, enfin, c'est l'intérieur du cryostat avant qu'on mette tous nos éléments dedans. d'accord. Donc c'est ça construit en premier et ensuite à l'intérieur, on va Mm. mettre cette partie-là. Voilà. D'accord, ok. Du coup, les tests ont déjà commencé. Ça fonctionne ou c'est encore Ouais, alors, donc il y a les 2 prototypes qui ont pris des données en 2018, en 2019. Et après, je sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu une pandémie non? et du coup on a un peu, dû arrêter, il y a 1 an et bon, de toute manière, on avait quasiment fini, de mesurer ce qu'on voulait mesurer donc en on a quand même encore attendu un petit peu. On a repris des données en août-septembre et depuis, on a vidé le détecteur, heu pour aller voir à l'intérieur ce qui s'était passé, pour éventuellement faire des améliorations en vue de reprendre des données d'ici à la fin de l'année. D'accord. L'objectif, c'est quoi les deadlines? C'est-à-dire à quel moment est-ce que vous devez rendre un avis sur l'efficacité de ces deux prototypes? Et ensuite, une fois que cet avis est rendu, quand est-ce qu'on construit le vrai détecteur? Enfin, c'est quoi les deadlines comme ça dans le planning? C'est assez serré, en principe, Dune devrait commencer à prendre des données en 2026. Disons qu'il Ah faut oui, 2 ans pour construire, un module, donc et avant ça, il faut bien 1 an ou 2 à produire, les sous-modules, donc très rapidement, ce serait en gros. d'accord. Ça va effectivement être. Va falloir se dépêcher là hein, pour te faire dans les temps. Euh, Après, euh, on construit pas les 4 modules, d'un coup. En fait, on en construit un, puis après l'autre, et cetera, donc d'accord. ça peut laisser de la marge si on vise pas, le 1er module. Tino qui nous demande c'est combien d'argon attendu? J'ai pas retenu. Alors c'est 10 000 tonnes par module et il y a 4 modules à la fin, donc D'accord. beaucoup d'argent. Et Anslad qui demande justement ces fameux muons que tu détectes, est-ce que ce sont ceux qu'on a utilisés pour cartographier la pyramide de Khéops? Ouais, c'est, exactement ça, ouais. Je... Alors, c'est une petite exclue, je suis en train d'essayer de vous trouver quelqu'un qui pourra nous parler de la tomographie de la pyramide de Khéops par les rayons cosmiques. Donc voilà, si tout va bien, c'est un sujet qu'on devrait aborder dans les temps qui viennent, si on arrive à trouver quelqu'un qu'il faut. Voilà. Ok, très bien. Du coup, ça c'est ce qui va arriver donc d'ici 4 ou 5 ans. En ce qui te concerne, comment ça se passe? Est-ce que toi tu vas continuer à travailler sur le gros détecteur final ou une fois que le prototype est terminé, toi ton job est fini et tu passes à autre chose? Bah, non, l'idée c'est de faire, un peu tout, quoi, donc d'avoir participé à cette nouvelle technologie et puis ensuite après d'avoir le prix Nobel. Enfin, bon, c'est pas Oui, c'est un objectif qui coûte rien voilà, à enfin, suivre. Non mais comme tout le monde, j'imagine, hein, c'est Ok, d'accord. Bah, écoute, on vise le prix Nobel, pas de souci. Donc a priori, tu restes sur ce projet pendant encore un certain temps. Parce qu'on avait vu en fait d'autres personnes qui avaient plus la bougeotte et puis qui changeaient complètement de domaine tous les 5-6 ans. Donc voilà, c'est aussi bien de voir que les chemins peuvent être très différents et que tu peux aussi bien rester très longtemps sur un projet que te balader d'une recherche à une autre.
Ouais, après, c'est pas, gravé dans le marbre, hein, tout le monde fait D'accord, effectivement. Tout le monde dit: «Faut viser faut viser haut, c'est l'essentiel». Voilà, je pense que je pense que c'est le bon message. Altasio qui demande: «Est-ce que le fait que les neutrinos oscillent parce qu'ils ont de la masse et qu'ils ne devraient pas, ne signifie pas qu'on a peut-être mal compris l'oscillation?» Est-ce que c'était neutrino aussi? Je Non, en fait, c'est plus, au début, on a cru que les neutrinos avaient pas de masse. Parce que, bon, maintenant, on sait qu'ils en ont une, mais on sait que c'est ultra faible. Tellement faible, en fait, qu'on n'a toujours pas réussi à le mesurer. On a une limite supérieure qui est, on sait que les neutrinos sont moins massifs qu'une certaine valeur et cette valeur est ultra faible, ultra petite. Et donc c'est à cause de ça qu'on pensait qu'ils oscilleraient pas, en fait. Et le fait qu'on ait vu qu'ils oscillent, ça implique qu'ils aient une masse. Oui, donc c'est pas le fait qu'ils ne devraient pas qui est vrai et puis on voit qu'ils oscillent, c'est le contraire. C'est que le fait qu'ils oscillent prouve que, ils Qu'ils ont ont une une masse, masse. point, et ça c'est une preuve définitive. Il n'est pas question a priori de le remettre en cause. Mmh. C'est ça, d'accord. Ok. Alors, l'heure avance, et on a bientôt terminé notre heure ensemble. Je voulais juste, si ça te va, est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose sur Protodune? Est-ce qu'il y a une image que tu voulais nous montrer et qu'on n'a pas vue? Est-ce Bah, que... je sais pas après si Dis-moi. c'est, la du coup, j'ai pas du tout expliqué ce que c'était une chambre à projection temporelle. Peut-être, donc cette technique qu'on va utiliser Est-ce que ça vous pour intéresse qu'on vous explique la technique qu'on va utiliser dans Dune? Alors après, c'est toujours pareil, il faut toujours attendre une quinzaine de secondes entre le moment où on parle, le moment où on nous entend, le moment où ça répond. On a un pour oui, on faire a deux oui, on a plein de oui. Ouh peut-être là une là, impression. une vague de Voilà. oui. Allez, explique-nous comment ça marche. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que, quand on a une particule qui a, une charge électrique et qui, traverse de la matière, n'importe quelle matière, même nous, elle va ioniser sur son passage. C'est-à-dire qu'elle va, arracher des petits électrons, aux atomes, qui sont dans le coin et ça arrive tout le temps et en général, ces électrons, ils sont recapturés par, leur atome et puis voilà et c'est comme si c'était rien passé. Je crois que Et tu... une TPC, donc une chambre à projection temporelle, ce que ça fait, c'est que, Est-ce que ces c'est... électrons, en fait, on va réussir à les capter en mettant un très gros champ électrique dans le détecteur qui va créer un champ de dérive et ces électrons-là, c'est plus fort qu'eux, ils vont être attirés et ils vont pas, se retourner dans leur atome et du coup, on va réussir à les capter et ça va nous permettre de savoir exactement par où toutes les traces, sont passées D'accord. et Et ça nous permet d'avoir, une image très précise alors ça nous donne des projections, mais avec des algorithmes, on peut remonter à ce qui s'est passé vraiment, en 3D et avoir une image, vraiment, avec une très bonne granularité de toutes les particules qui ont été créées et si elles se sont désintégrées ou si elles ont interagi et qu'elles ont créé d'autres, petites traces. Enfin, ça nous permet d'avoir vraiment une image de ce qui s'est passé. Contrairement à, par exemple, Super Kamiokande où c'est un peu plus compliqué parce que c'est juste des cônes de lumière qu'il faut, on n'a pas une grande précision, de ce qui s'est passé exactement. Alors que dans ce type de détecteur-là, on peut étudier vraiment toute la topologie de tous les événements qui interagissent. Tu as montré une image, juste avant, oui, je te remets l'image juste avant. Icarus. Hop, voilà. Donc Icarus, c'est aussi, une TPC à argon liquide qui a pris des données et en fait, on voit la flèche là qui dit, CNJS beam, donc c'est la direction du faisceau de neutrinos et on voit que, le neutrino qui arrive vers la droite a interagi à un moment et on voit toute cette, bon, dans le jargon, on appelle ça une gerbe, je suis désolée, c'est pas de ma faute. Mais toutes ces traces qui sont créées à la suite les unes des autres, mais qui commencent visiblement un peu au milieu de nulle part
Et donc c'est le neutrino qui a interagi. On voit vraiment qu'on a une très bonne, enfin on voit les particules qui se désintègrent, qui recréent des trucs et cetera. Donc On peut distinguer leur trajectoire avec une grande précision, en fait. voilà. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est, différencier un électron d'un muon, comme j'ai expliqué au début. Parce qu'après, en fait, ce qu'on peut faire, c'est mesurer si les neutrinos, ils ont oscillé ou pas. Et avec ce genre de détecteur, c'est vraiment, beaucoup plus facile. D'accord. Il y a Anna Boy qui demande si c'est comme les chambres à bulles. Oui, c'est à peu près la même chose. Sauf que là, on peut avoir des volumes, énormes parce qu'il y a le champ de dérive, qui nous permet de capter les électrons à des dizaines de mètres, alors qu'une chambre à bulles, c'est, assez fin. Donc là, on a le schéma de l'expérience. Donc en bas, on a toujours les détecteurs de lumière qu'on avait déjà dans Kamiokande. Donc on n'a pas éliminé cette technologie, on continue à détecter la lumière produite par la particule chargée dans le liquide. Mais en plus, Ouais, tout le parce long de que sa trajectoire, c'est ça, tous les électrons qui sont produits vont dériver vers le haut et être mmh, récupérés par la grille qui permettra de connaître précisément la ouais, trajectoire point par exactement. En point, fait, pixel par pixel. quand des particules traversent de l'argon liquide, il y a aussi de la lumière qui est produite. Cette lumière, elle est la quantité de lumière et cetera, elle dépend aussi des propriétés de la particule en question. Donc vu que ce signal existe, autant en profiter. Donc si on met des détecteurs de lumière, on peut améliorer notre mesure, heu, D'accord. c'est toujours bon à prendre. Tieno qui nous dit, oui mais ton neutrino il a interagi qu'avec une seule particule. Comment est-ce qu'on a tout le plein trajet? Je suis un peu paumé. Ah, dans l'exemple que j'ai montré là, en fait, effectivement, tu as un neutrino qui interagit, ça a créé, je pense ici que c'était un neutrino électronique et après c'est ce que tu as créé qui lui va réinteragir, qui va, refaire, par exemple des photons, refaire des électrons et cetera et donc c'est pour ça que ça fait une espèce de gerbe, et justement c'est intéressant d'avoir un détecteur qui permet de savoir ce qui se passe avec une très bonne précision parce que tu peux étudier tous ces phénomènes-là D'accord. et Ok. Donc ça, c'est ce nouveau dispositif. C'est ça que toi, tu es en train de tester. Alors, je me permets juste pour terminer là-dessus de poser la question qui tue, mais je dois la poser. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que tu peux heu en parler déjà? Effectivement, j'ai oublié de poser la question. Et si tu peux, est-ce que Bah, ça marche? mmh, il y a du ça a marché et des choses qui ont moins bien marché et du coup, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait améliorer, notre proposition, pour que ça marche encore mieux D'accord. et Comme tout travail sur un prototype, quoi. exactement. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, et après tu essaies d'améliorer, d'affiner, etc. Ok. Vous avez encore un peu de temps, vous avez encore un an ou deux, quoi, Oui, pour. oui, parce en tout cas pour, ce qui concerne, la France, nous, on vise pas forcément le tout premier module donc on a enfin le la technologie sur laquelle, on est engagé, on vise pas le premier module donc ça nous donne un petit peu de marge. D'accord, Attends, ça pas marche. non plus des années quoi, mais Ok. Eh bien, écoute, c'était passionnant. Moi, j'ai très très hâte de suivre la suite de l'aventure. De toute façon, si maintenant, quand on entendra Dune, on pensera plus forcément au film, et on essaiera de voir s'il y a des résultats sympas qui arrivent dans la décennie. En fait, on est d'accord qu'avant 2030, on entendra parler de Dune, de ses résultats et de plein de ouais, choses. j'espère, Ouais, ouais. d'accord. Si tu veux bien, donc là, ça Et oui, fait. alors juste pour répondre à un de Oui, ces labis, je en t'en fait, prie. donc il y a dans cette future, c'est, effectivement, il y a le Dune, c'est pour la nouvelle génération d'expériences, d'oscillation et c'est aux États-Unis, mais il y a effectivement un autre projet au Japon qui s'appelle, Hyper Kamiokande, qui en gros, c'est comme Super Kamiokande mais en hyper et et bah, ça a des avantages parce qu'on sait comment ça marche. Super Kamiokande, ça fait je sais pas, plus de 30 ans que ça existe et ça marche très, très bien. Donc a priori, Hyper Kamiokande va très bien marcher. Alors que nous, avec, notre TPC argon liquide, ben, c'est pas
Il y a des challenges, on va dire ça comme ça, pour que D'accord, ça marche bien. d'accord, ça marche. Alors justement, je voulais qu'on termine, si tu le veux bien, par Mmh. continuer encore à parler de science d'une manière un petit peu différente. Comme tu le sais, comme vous le savez, aujourd'hui est un jour un petit peu spécial. C'est la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Et justement, je voulais te demander, pour conclure un petit peu, parler des femmes et du parcours des femmes dans le domaine des sciences. C'est aussi quelque chose dont on discute beaucoup. On parle beaucoup d'inclusion, on parle beaucoup d'égalité, en tout cas de ce vers quoi les choses sont censées tendre, et puis de ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à cet objectif, parce que force est de constater qu'on n'y est pas encore. Et je voulais te demander un petit peu ton point de vue là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis ton parcours, toi en tant que femme, est-ce que tu as eu l'impression qu'en tant que femme, ton parcours était plus simple, plus compliqué, en tout cas différent? Ou est-ce que tu n'as pas vu beaucoup de différences? Quel est ton point de vue sur tout ça? Bah, alors moi, personnellement, j'ai pas jamais eu l'impression d'avoir, de subir, une différence de traitement parce que je suis une femme D'accord, et mais bon, je pense que c'est un peu un ouais, je crois que ça s'appelle le biais du survivant. J'imagine que celles qui subissent des discriminations, heu, a priori continuent pas et du coup, celles qui restent, c'est celles pour qui ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai pas eu à en subir, mais je sais très bien que ça arrive, que, heu, en tant que femme, on peut être moins écoutée, moins mise en avant, heu, mise à l'écart parce qu'on a un congé maternité, parce qu'on a les enfants à s'occuper, parce que enfin, pour plein de raisons et c'est vrai que c'est potentiellement plus dur d'être une femme dans la recherche que d'être un homme pour, toutes ces raisons-là. d'accord. Est-ce que tu fais des actions, toi, auprès du grand public, auprès des jeunes femmes, par exemple, ou pour sensibiliser, pour... Alors, moi, pas plus que ça pour l'instant, mais au laboratoire, enfin, à l'INE de Petran en général, il y a pas mal d'actions, D'accord, spécifiques où par exemple, on va aller, dans les écoles, collèges, lycées et faire comprendre que, la physique, les maths, c'est pas qu'un truc de garçons et que les filles, si elles veulent faire de la science, c'est pas que la biologie et la chimie, que tout le monde peut faire, ce qu'il veut d'accord, et c'est important de le faire, mais de leur montrer que les femmes peuvent y arriver. Après, bah, du coup, c'est des actions qui porteront, j'espère, leurs fruits, bah, dans une dizaine, quinzaine d'années, quoi. Donc d'accord. Donc effectivement, on attend encore la génération prochaine pour voir si ces efforts ont porté leurs fruits. Euh, Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ça avec nous. Je suis en tout cas ravi que tu aies été survivante et que tu aies pu nous parler de tout ça parce que c'était vraiment passionnant et c'est toujours un sujet qui est très intéressant. Alors je pense que là, ce soir, sur les neutrinos, on a globalement fait le tour parce qu'on a eu quelques-uns des meilleurs spécialistes là-dessus. On a dit à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur les neutrinos. Du coup, on va continuer évidemment les prochaines sessions, hein, puisque tant que la situation sanitaire est telle qu'elle est, bon, on va continuer à inviter des gens. Mais on va changer un petit peu les sujets sur les prochaines fois. On partira dans d'autres directions dans l'univers, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Ce sera la surprise pour lundi prochain. Juste pour donner une petite idée, cette semaine, donc deux rendez-vous. Le premier c'était aujourd'hui, lundi, le fameux Astronomer at Home. Et puis on se retrouve une seule fois cette semaine, ce sera mercredi, donc dans 2 jours, toujours à 18h30, pour un médiateur at Home. Voilà, ce sera avec moi et on va inaugurer une nouvelle formule. On va se faire un petit JT des sciences, donc on va
pareil, pendant 1 heure, on va parler un peu de l'actualité scientifique, des dernières découvertes qui viennent d'arriver, et puis on discutera un petit peu de tout ça ensemble. Voilà. Mais pour l'instant, merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Merci de votre fidélité. Merci à tous, merci à toutes. Et surtout, merci à toi, Laura, d'avoir été notre invitée. Je te laisse le dernier mot, si tu veux, il est à toi. Bah, non, mais c'était un plaisir de discuter avec toi et avec tout le monde sur le chat. Donc, Eh ben, on va terminer là-dessus. Bonne soirée à tout le monde. Et puis, bien sûr, comme toujours, restez curieux. Allez, au revoir à tous.